C'est presque une litanie. Près de 400 000 enfants en France vivent dans un foyer où des violences intrafamiliales sévissent et dans 21% des cas, ils en sont directement victimes. Ces violences leur laissent des séquelles psychologiques et physiques. Cette proposition de loi, présentée par notre collègue députée Isabelle Santiago, se fixe pour objectif de mieux protéger les enfants victimes et co-victimes, directes ou indirectes, de ces violences. Ce texte, pour nous, est important car il constitue un pas de plus dans la protection des enfants et prend place dans un continuum législatif qui peu à peu se consolide et chaque fois, nous sommes au rendez-vous. Pour nous, la question de la protection des enfants victimes ou co-victimes de violences intrafamiliales doit être comprise dans un ensemble plus large qui prend en compte aussi la protection du parent victime et la question de l'emprise du parent violent sur la victime par l'instrumentalisation de l'enfant. Protéger l'enfant est primordial, mais c'est aussi une manière de protéger le parent victime, la plupart du temps la mère. Rappelons que le nombre de féminicides a augmenté de plus de 20% sur les 3 dernières années et que nous sommes déjà à 34 à ce jour pour l'année 23. Le cœur de ce texte, c'est bien l'article 1er qui vise la suspension de l'exercice de l'autorité parentale ainsi que les droits de visite et d'hébergement après une condamnation, mais aussi pendant toute la période pré-sententielle. Cet article, dans sa rédaction Assemblée nationale, a été voté, je le rappelle, à l'unanimité et nous regrettons que la rédaction de la commission des lois du Sénat, à l'initiative de notre rapporteur, ait été en partie vidée de son contenu. Or, c'est un point majeur de la portée de ce texte. Si l'élargissement au crime ou à l'agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant demeure, la rapporteure revient sur la suppression du délai maximal de 6 mois, limitant ainsi la suspension ainsi que la nouvelle mention des violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours. Rappelons qu'une procédure peut durer plusieurs années et pour nous, il est nécessaire de protéger l'enfant pendant l'intégralité de cette période. Nous souhaitons aussi que la loi précise que la suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement soit effective dans un délai maximum de 6 jours. Nous pourrions, si ces éléments étaient rétablis, redonnant ainsi au texte son intention initiale, voter ce texte. Et c'est l'objectif de nos amendements, comme ceux présentés par de nombreux groupes sur ces bancs. C'est bien qu'il y a quelque chose qui manque actuellement. Nous voudrions aussi des évolutions, comme le droit de l'enfant à être entendu dans toute la procédure judiciaire le concernant, et aussi le droit de l'enfant à être automatiquement assisté par un avocat dans toutes ces procédures. Les annonces gouvernementales vont dans le bon sens, mais au-delà des textes, il y a les moyens, et il ne faudrait pas qu'au prétexte de manque de moyens, on limite la portée de ce texte. Je voudrais à cet instant émettre 3 regrets. Mon premier regret est que la portée de cette proposition de loi ait été restreinte par la commission des lois. Deuxième regret, c'est la méthode du patchwork de propositions de loi sur ces sujets où nous avançons PPL par PPL. On en est à la, je sais pas combien, 4e en 4 ans. Et à chaque fois, il y a des trous énormes dans la raquette. On va voter là des dispositions qui ont été refusées il y a moins de 2 ans par amendement porté par mes collègues et moi-même et un certain nombre d'entre nous qui n'avaient pas eu le bonheur de plaire à l'époque à la commission des lois, mais qu'on va voter aujourd'hui. Pendant ce temps-là, on perd du temps et on aurait besoin d'une belle, grande loi sur la protection des femmes et des enfants, sur les violences intrafamiliales. C'est toujours la même histoire. Ça commence par une séparation entre les parents. Quasiment à chaque fois, la mère est partie. Elle a quitté le père. Le père a été très blessé dans son orgueil de cet abandon qu'il a vécu. La séparation se passe mal et c'est autour des enfants que se cristallise le conflit post-séparation entre les parents. Au bout de quelques temps, les enfants rentrent des week-ends chez le père en racontant des comportements incestueux qui n'avaient pas été commis avant. La mère va porter plainte, commence pour elle le chemin de croix. Parce que le doute profite toujours à l'accusé, au père, se mêlent les experts et en général ça se finit par le fait que la mère est une manipulatrice, affabulatrice qui
transforme la parole de l'enfant. Le père est une victime, la mère finit par ne pas vouloir envoyer l'enfant en week-end chez le père parce que c'est un lieu où l'enfant est exposé à des comportements incestueux, et le père se retourne contre la mère avec le délit de non-représentation d'enfant. Ces femmes vivent des enfers judiciaires. Je voulais vous raconter ça parce que on a besoin de répondre à ces situations-là mieux qu'on y répond aujourd'hui. C'est de la maltraitance institutionnelle qui est infligée aux femmes et aux enfants. Et nous sommes beaucoup trop frileux, mes chers collègues, pour répondre à ces souffrances énormes que vivent les femmes et les enfants. Et là, on va faire encore un petit pas. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut supprimer ce délit de non-représentation d'enfants qui ne sert qu'aux pères. Quand est-ce qu'on va discuter du fait que les pères qui n'effectuent pas leur droit de visite et d'hébergement n'ont aucune sanction, aucune amende civile? Alors, quand une mère ne remet pas l'enfant le week-end, elle peut se retrouver l'objet de tous les harcèlements du père. On les appelle les enfants à la fenêtre. Ces enfants qui attendent le père tous les week-ends et qui vient pas parce que c'est le meilleur moyen qu'il a trouvé pour empêcher la mère de sortir le week-end. C'est un problème de culture et il faut aller les chercher par la culture du milieu.